Il y a un truc qui me fascine dans le sport, c'est quand un mec transcende complètement sa discipline pour devenir une légende. Pas juste un champion, une figure. Quelqu'un dont la vie entière ressemble à un film. Et là, avec la sortie de Marty Suprême au cinéma, incarné par Timothée Chalamet, le monde entier a découvert Marty Mauser. Personnage inspiré d'un type qui a vraiment existé. Un type dont la biographie est tellement dingue que le réalisateur lui-même, Josh Safdie, a précisé que son film n'était pas un biopic, parce que la réalité, elle est encore plus folle. Alors aujourd'hui, on va parler du vrai Marty. Marty Raisman, surnommé l'Aiguille, champion, arnaqueur, showman et surtout l'un des personnages les plus improbables que le sport américain n'ait jamais produit. Alors accrochez-vous, je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marty Raisman. On est à Manhattan et plus précisément à la fin des années 1920, début des années 1930. Le quartier du Lower East Side, c'est une fourmilière d'immigrants juifs arrivés d'Europe de l'Est, qui cherchent une place dans une Amérique encore en train de se remettre de la Grande Dépression. C'est là que Martin Raisman naît le 1er février 1920. Ses parents sont des immigrants juifs originaires d'Union soviétique. Son père, Maurice Raisman, travaille comme chauffeur de taxi. Il finira même par constituer une petite flotte de 17 taxis, ce qui aurait pu être le début d'une belle réussite. Sauf que Maurice Raisman a un problème, un gros problème. Il joue. Marty écrira plus tard dans ses mémoires qu'un jour, il a vu son père perdre 6 taxis en une seule partie de poker. 6 taxis en une soirée. Voilà le décor familial dans lequel grandit Marty Raisman. Entre les vastes éphémères et la famine quasi permanente, selon ses propres mots. Et c'est un enfant fragile. Marty, à 9 ans, il fait une dépression nerveuse. Une vraie. Il est hospitalisé pendant 1 mois à Bellevue Hospital, l'hôpital psychiatrique le plus célèbre de New York. Et là, dans ses couloirs, quelqu'un lui met une raquette de ping-pong dans les mains. Un geste anodin, un geste qui va tout changer. Parce que Marty, en touchant cette raquette, il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Un truc entre le calme et la puissance. Il dira plus tard que sa raquette est devenue une connexion sensorielle directe entre le ballon et son cerveau. À 9 ans, hospitalisé en psychiatrie, Marty Raisman trouve son truc. À 10 ans, sa mère, Sarah, quitte son père. Elle s'installe avec les enfants dans un appartement en face de SeaWorld Park, un espace public qui possède une table de ping-pong communautaire. En plein air, usée par les années, c'est là, sur cette table cabossée, que Marty va commencer à jouer sérieusement, obsessionnellement. À 12 ans, il dispute son premier match d'argent dans un parc. Il perd, mais il est accroché définitivement. Il cherche des adversaires à sa mesure, un bookmaker du quartier, et oui, dans New York des années 40, les bookmakers, c'est pas rare. Ce bookmaker lui fait découvrir l'ONC's Broadway Table Tennis Club, un ancien speakeasy de l'époque de la Prohibition, avec encore des impacts de balles dans les murs, héritage de l'ère de la pègre. Et c'est là que se retrouvent les meilleurs joueurs de ping-pong des États-Unis. Des champions nationaux, des immigrés d'Europe centrale, hongrois, tchèques, beaucoup de juifs, des parieurs professionnels, des intellectuels, des mafieux, tout ce beau monde autour d'une table de ping-pong. Marty Raisman lâche l'école, il s'installe à l'ONC's, comme d'autres s'installent à l'université. Il joue, observe, parie, perd, gagne et recommence. Il apprend de la crème du tennis de table américain de l'époque. Solchif, le gaucher roux, qui a conduit les États-Unis à leur seul Swaisling Cup en 1937. Lou Pagliaro, surnommé le terrible nain, triple champion américain, et puis Dick Miles, le rival de toute sa vie. Si Marty et Jimmy Connors, Miles et Bjorn. 2 styles opposés, 2 personnalités opposées. Miles est compact, taiseux, Upper West Side. Raisman est grand, filiforme, 1m80 pour 60 kg. Bavard, extravagant, Lower East Side. Miles se balade avec un exemplaire d'Ulysse sous le bras et écrit des articles pour Sport Illustrated. Ce qui les unit, une obsession absolue. Un dévouement total au jeu qui frise la folie. À 13 ans, Marty est déjà champion junior de New York. À 14 ans, il emménage avec son père au Broadway Central Hotel. À cet âge, il s'autofinance complètement. Comment ? En pariant.
toujours sur lui-même. Il a une technique, jouer exprès comme une bille au début de match, faire monter les enjeux, puis sortir son vrai niveau et rafler la mise. Il a dit un jour une phrase magnifique dans ses mémoires. « Je ne parie que sur une certitude, moi-même. » Et il développe quelque chose d'unique, le sens du spectacle. À l'ONCs, il comprend que le ping-pong ne suffit pas. Il faut mettre en scène. Il met au point son coup droit fulgurant surnommé l'Atomic Blast, qui atteindra, selon la presse britannique, 115 miles à l'heure. Il apprend à jouer avec n'importe quoi en guise de raquette. Une canette de coca, un couvercle de poubelle, une chaussure, une bouteille de bière. Il retourne des balles dans le dos, entre les jambes, et il perfectionne son numéro signature. Couper une cigarette posée debout, avec une balle de ping-pong depuis l'autre côté de la table. Personne d'autre n'oserait tenter ça devant un grand public. Marty, si. On est en 1948, la guerre est finie, l'Amérique reprend ses droits dans le sport mondial. À 18 ans, Marty Raisman est sélectionné dans l'équipe américaine pour les championnats du monde de tennis de table. L'équipe américaine est alors une véritable puissance mondiale, ce qui peut surprendre aujourd'hui, mais c'est une réalité historique. Marty n'est pas encore au sommet de son art, mais il progresse vite, trop vite peut-être. Il arrive aux demi-finales en simple et est convaincu de la victoire. Au point même qu'il confie lui-même avoir déjà composé dans sa tête le câble qu'il enverrait à son père pour lui annoncer le titre mondial. Il perd en 3-7 face au Tchèque Bohumil Vana. Un joueur bien plus expérimenté, mais il rentre aux États-Unis avec 2 médailles de bronze par équipe. Les Américains sont une puissance. Ils seront à nouveau présents en force l'année suivante, en 1949, pour l'Open d'Angleterre à Wembley. 10 000 spectateurs dans les tribunes. Et là, Marty Raisman fait quelque chose d'historique. Il bat Viktor Barna, la légende hongroise considérée comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ping-pong. L'Aiguille est champion d'Angleterre. Et là, il fout tout en l'air. Parce que Marty Raisman et Dick Miles, champions en titre, ne sont pas satisfaits de leur hébergement à Londres. Trop modestes, pas à la hauteur de leur statut. Alors, ils font ce qu'ils font de mieux. Ils jouent un coup. Ils déménagent dans un hôtel de luxe et facturent tout à l'English Table Tennis Association. Chambre d'hôtel première classe, room service, pressing, la totale. Les organisateurs anglais refusent de payer. Marty et Dick leur lancent un ultimatum. Pas de règlement, pas d'exhibition. Et les exhibitions sont déjà vendues à guichet fermé. Les Anglais capitulent, ils paient. Mais ils portent l'affaire devant la Fédération internationale. Résultat, amende de $200 et suspension indéfinie dans toutes les compétitions à travers le monde entier. Et bah ouais, violer le code de courtoisie du sport, ça provoque des amendes et des suspensions. Bon, ça devrait être le moment de se calmer et de passer sous les radars, mais non, parce que c'est Marty Raisman. À 15 ans, lors d'un championnat national à Détroit, il avait déjà tendu $500 à un homme qu'il prenait pour son bookmaker. Sauf que l'homme, c'était le président de l'Association nationale américaine de tennis de table. Et ouais, Marty avait été alors escorté hors de la salle par un policier en uniforme et il l'a raconté avec fierté dans ses mémoires. Alors, la suspension, il en fait une opportunité. De 1949 à 1951, pendant ce qui aurait dû être les meilleures années de sa carrière compétitive, Marty Raisman devient l'attraction principale des soirées des Harlem Globetrotters. Oui, les Harlem Globetrotters, l'équipe de basketball la plus célèbre au monde. Marty et son partenaire Doug Cartland sont leur première partie. Ce qu'ils font sur scène est dément. Ils jouent en faisant rebondir la balle sur des poêles à frire. Ils jouent à 4 pattes, ils utilisent des pièces d'échecs comme raquettes, ils font des échanges avec 5 balles simultanément et Marty, bien sûr, perfectionne son numéro de la cigarette. Il tourne dans le monde entier, l'Asie, l'Afrique du Nord, le Brésil. Il est une star de l'autre côté du monde.
Et cette tournée est tellement populaire que la fédération américaine, la USTTA, lève finalement sa suspension juste à temps pour les championnats du monde de 1952. Marty est alors considéré comme l'un des grands favoris pour le titre mondial. Sa forme est exceptionnelle, il n'a jamais aussi bien joué. On est en 1952 et là se joue l'un des moments les plus importants de l'histoire du tennis de table. Pas seulement pour Marty Reisman, pour le sport entier. Le Japon, pour la première fois depuis la fin de la guerre, participe à un événement sportif international. Dans leur équipe, un joueur que personne ne connaît, Hiroshi Sato. 9e au classement japonais, c'est pas un favori. Son nom, on le connaît pas trop. Mais Sato, il a un secret. Sa raquette est recouverte d'une épaisse mousse de caoutchouc synthétique. 3/4 de pouce d'épaisseur, personne n'avait jamais vu ça. Jusqu'à ce moment-là, tous les joueurs utilisaient la raquette Hardbats. Bois recouvert d'une fine couche de caoutchouc à picot, ce matériau produisait un son caractéristique au contact. Et les joueurs avaient appris depuis des milliers d'heures d'entraînement à lire la trajectoire, la vitesse et l'effet d'une balle à partir du son que fournissait cette raquette. Sauf que la mousse de Sato, elle fait exactement le contraire. Elle étouffe le son, elle rend la balle silencieuse et elle génère des effets imprévisibles. Des trajectoires que personne n'avait jamais vues. Reisman dira plus tard que les balles de Sato flottaient comme un knuckball au baseball. Parfois, elles vrillaient avec une puissance inouïe. Parfois, elles planaient en l'air. Marty Reisman affronte Sato dans un tour préliminaire. Il gagne le premier set, puis il perd le match en 4. En sortant du terrain, il confiera « Il m'a fait un petit salut de la tête. Un type bien, pensais-je. Mais oh, comme je le détestais. » Sato remporte les championnats du monde de 1952. Favori pour le titre mondial depuis des années, Marty Reisman, lui, rentre de Bombay avec une médaille de bronze en double obtenue avec Doug Cartland. Et une certitude qui va définir le reste de sa vie. Il ne touchera jamais à la raquette en mousse. Jamais. C'est là que la vie de Marty Reisman prend une dimension presque philosophique. Parce qu'après Bombay, il aurait pu faire comme les autres. La plupart des grands champions de sa génération ont adopté la raquette en mousse. Ils n'avaient pas le choix. La mousse a tout changé, tout révolutionné. En quelques années, les anciens champions sont devenus des has-been. Pas Marty. Il est allé chercher Sato à Osaka pour une revanche, devant 500 000 personnes qui voulaient des billets. 5 000 en ont eu. Il a affronté le champion du monde avec sa vieille raquette Hardbats et il l'a battu. Proprement. Parce que cette fois, il connaissait l'ennemi. Mais il a quand même refusé de changer d'équipement. Il considérait que la mousse dénaturait le sport. Que le bruit du jeu, le dialogue entre les joueurs à travers les balles, était l'essence même du tennis de table. Il a fait de cette conviction un combat de toute une vie. Il y aura une exception notoire. En 1960, il gagnera l'US Open avec une raquette en mousse. Il avouera lui-même s'en être senti coupable. Il ne l'a pas refait parce que Marty Reisman n'était pas nostalgique, il était militant. Il milita pendant des décennies pour le retour du hardbat comme discipline à part entière. Et finira par y parvenir. En 1997, à 67 ans, il devient champion des États-Unis de hardbat, le plus vieux champion national de l'histoire des sports de raquettes. Entre-temps, sa vie ressemble à un roman. Il est millionnaire plusieurs fois et il perd tout à chaque fois. Selon le New York Times, ses gains lui ont permis de devenir millionnaire à 3 reprises. 3 fois. Et 3 fois, il a tout dilapidé. Il ouvre en 1958 le Riverside Tennis Club, dans le sous-sol d'un immeuble du Upper West Side, au 96e rue de Broadway. 100 pieds de long entre les tables de flipper et les tuyaux qui sointent. Et ça devient l'un des endroits les plus incroyables de New York. Les champions du monde y côtoient des mafieux, des millionnaires, y discutent avec des bénéficiaires de l'aide sociale. Kurt Vonnegut vient jouer et bombarde Marty de questions existentielles. Bobby Fischer, oui, le génie du jeu d'échecs, dispute des matchs de ping-pong avec la même intensité glaciale qu'il déploie sur l'échiquier. Et Marty, toujours impeccablement habillé, chapeau Borsalino, costume sur mesure de Savile Row, lunettes d'aviateur, sort de son bureau à des heures indues pour jouer des matchs d'argent qui peuvent durer jusqu'à l'aube. Marty Reisman a publié ses mémoires en 1974. Le titre dit tout, The Money Player, Confessions of America's Greatest Table Tennis Champion and Hustler. Les confessions d'un champion et d'un arnaqueur. C'est un livre tordu
truculent, à moitié vrai et à moitié brodé. Il l'admettait lui-même, et absolument fascinant. Il a continué à jouer jusqu'en 2002. Ensuite, il a pris sa retraite compétitive à 72 ans, après avoir accumulé 22 titres nationaux et internationaux au total. Il est mort le 7 décembre 2012 à New York, là où il était né, de complications cardiaques et pulmonaires. Il avait 82 ans. Quelques mois avant sa mort, le New York Times lui consacrait un profil dont le titre disait tout. Un joueur d'un autre temps, avec une garde-robe à l'avenant. C'est l'image parfaite de Marty Raisman, un homme qui avait décidé à l'âge de 22 ans, à Bombay, que le monde avait tort de changer, et qui a passé les 60 années suivantes à lui prouver. Marty Supreme, Christmas Day, Marty Supreme, Christmas Day. Josh Safdie, le réalisateur d'Uncut James, un film qui était déjà basé sur un joueur compulsif, a découvert les mémoires de Marty grâce à sa femme, Sarah Rossane, qui les avait trouvées dans une friperie. Il a montré le livre à Timothée Chalamet. Chalamet a immédiatement remarqué sa ressemblance avec la photo de couverture. Le film Marty Supreme, sorti le 25 décembre 2025 aux États-Unis, n'est pas un biopic. Safdie le dit lui-même, c'est un hommage. Le personnage s'appelle Marty Mauser, pas Marty Raisman. Les détails diffèrent, mais l'âme du personnage, la mégalomanie, l'obsession pure et le jeu comme religion, c'est Raisman. Il y a un truc qui me plaît là-dedans. Marty Raisman est mort en 2012. Il ne sera jamais que 13 ans plus tard, un des meilleurs acteurs de sa génération allait incarner une version de lui-même dans un film très attendu. Que son histoire allait être racontée au monde entier et qu'il allait enfin recevoir la reconnaissance qu'il cherchait depuis l'enfance. Mais quelque part, il s'en foutrait un peu, non? Parce que Marty Raisman n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'il était grand. Il le savait, et il l'a toujours su. Et il a passé sa vie à vous le prouver. Un match à la fois, une cigarette coupée en deux à la fois, et voilà, c'était l'histoire de Marty Raisman. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, et on se retrouve très vite. Avant de quitter cette vidéo, j'ai une dernière chose à vous dire. N'oubliez pas de rêver en grand et croyez en vous. C'était Lorenzo. Ciao. Out to be. Bonner's famous backhand flick is still a factor in this 1949 English Open.